Jungle. Allez, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers d'LN2, numéro 31. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Toutes catégories confondues, bien entendu. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, éliminatoire CAN Maroc U23, Togo, Afrique du Sud. Annonce de la liste des éperviers pour ce duel très attendu par les Togolais. Alors que peut-on justement attendre des éperviers pour cette explication? Y a-t-il raison d'espérer de bons résultats? Que faut-il faire pour passer, j'allais dire, les caps des Bafana Bafana? C'est toute l'interrogation. Et puis il y a également les préparatifs CAN RCI 2023, cette CAN qui va se jouer finalement en 2024. La situation des éperviers continue d'alimenter les débats. L'inquiétude est de plus en plus perceptible chez les Togolais au fil des jours après les 2 matchs amicaux disputés en septembre dernier. Que se passe-t-il au sein du nid des éperviers? Quelle solution pour permettre aux éperviers fanions de changer la mauvaise passe connu donc depuis le début des éliminatoires? Y a-t-il encore espoir pour le Togo dans cette compétition? Autant d'interrogations. Et puis, Togolais en club, le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Nous aurons également, comme d'habitude, la tranche des auditeurs. À vous l'antenne. Dans le nid des éperviers, c'est avec la technique Théo Ajavon, le longiligne de la maison. À la caméra, comme d'habitude, et l'homme à devant. Et puis au studio, Franck Nounyama, de la rédaction des Sports FM, c'est le patron. Et puis, nous avons également Dr Kodjo Avouleté. Il est donc enseignant, journaliste, éditorialiste, administrateur du site Mawaki Sport, rédacteur au journal L'équipe sportive. Voilà, DRN2, c'est parti. Le champ de ralliement et on continue d'attendre justement que le Togo essaye de faire mieux que ce qu'il est en train de faire pour, n'est-ce pas, faire en sorte que cette chanson puisse pousser au loin. Oui, c'est bien ça. Alors on se retrouve, Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Merci, mais bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Kodjo Avouleté, joyeux anniversaire. Merci. Docteur Kodjo Avouleté, bonjour à toi. Bonjour, mais bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ah, il paraît que tu es né aussi. J'ai constaté, j'ai pris acte. C'est ça, et c'est aujourd'hui donc le rappel de cette date anniversaire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors que hier, c'est bien sûr l'homme à Deveau qui était donc en fête. On a fêté ça moi, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis là et avec Kodjo au moins, c'est bon. On va se rattraper. Tout à l'heure, n'est-ce pas? Absolument. Ok, joyeux anniversaire à toi. Merci. Franck Nounyama, on commence avec le premier sujet si vous voulez. Oui. Et c'est les éliminatoires CAN Maroc U23 avec ce match très attendu entre le Togo et l'Afrique du Sud. La publication de la liste des éperviers pour ce duel très attendu par les Togolais, naturellement. Ah oui, que peut-on justement attendre des éperviers pour cette explication, Franck? C'est difficile de se projeter puisque cette équipe ne donne, on va dire, aucun repère pratiquement. On l'a vu une seule fois ou bien 2 fois sur les 2 premiers matchs contre les Mourabitoun Olympiques. C'est vrai qu'au-delà de ces 2 confrontations, il y a la qualification au bout pour ce tour justement contre les Bafana Olympiques. Mais c'est difficile de pouvoir se projeter. On sait que cette équipe est un tout petit peu gonflée à bloc après cette qualification. Et on sait également que le coach a tenu une conférence de presse dans laquelle il paraît serein, dans laquelle il dit que les négociations se poursuivent pour que tous les joueurs demandés puissent être présents. Si on comprend bien, ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir avoir tous les joueurs à disposition. Donc, ça complique déjà un peu les choses. Quand on pense à Derman, Karim, quand on parle de joueurs importants, Gakpé, Dragbe, Augustin, et puis tous les autres. Donc, ça va être un peu compliqué, c'est vrai, même si on n'a pas de nouvelles des Bafana, on sait que dans ce pays, les choses sont mieux préparées par rapport au Togo. On va juste souhaiter que cette équipe togolaise puisse tenir la route face à son homologue sud-africaine. Oui,
Dr Kojo, vous l'étiez, ben voilà, on est là devant donc le fait accompli, puisqu'on a déjà eu donc dans une des parutions de l'équipe sportive à évoquer cet aspect, à savoir qu'il faut aller aux négociations, etc. Est-ce qu'on nous dit on est en train de négocier alors que la liste est déjà sortie? Oui, selon les informations, pour certains joueurs, rien n'est encore donné, rien n'est encore sûr. Les négociations se poursuivent. On va juste croiser les joueurs pour que les clubs entendent raison et acceptent de laisser certains joueurs. Je considère que dans cette liste que le sélectionneur Afizou a sorti, il y a des joueurs qui sont extrêmement importants pour cette double confrontation. Si nous voulons passer au dernier tour, il est extrêmement important, par exemple, que cette équipe puisse profiter de l'expérience de Karim à ce niveau-là déjà. Que cette équipe puisse également profiter de l'expérience de Dragoué en défense. Et qu'au milieu de terrain, on a vu le match contre la Mauritanie, le gros travail que Tom avait fait, Adjakli avait fait au milieu de terrain. Je crois que leur absence ne signifie pas a priori que l'équipe ne pourra plus gagner. Mais à mon sens, ce sera des absences qui vont peser lourd dans le décompte à l'élever. Ne serait-ce qu'à considérer ce que ces joueurs, ceux qui ont joué déjà contre la Mauritanie, ont montré. Et ce que Karim Derman, qui était là, mais qui était retenu à Paris et puis à Casa, ce dont Karim a été déjà capable en sélection A et ce qu'il peut apporter à cette équipe des U23. On va donc croiser les doigts pour que le sélectionneur puisse réussir, ou bien la fédération puisse réussir à convaincre les clubs. C'est dans une semaine, je suppose, on va croiser les doigts pour eux. On ne peut que leur souhaiter ça, parce que la nation a vraiment besoin de cela, puisque regardez vous-même, pour avoir sorti la Mauritanie dans les conditions dont tout le monde peut se rappeler, le Togo aujourd'hui est attendu. Les Sud-Africains vont arriver à Lomé, sachant qu'avant eux, la Mauritanie a pris 2 buts, et que s'ils veulent passer au tour suivant, il faudra limiter les dégâts à Lomé, peut-être forcer le Togo à un nul, ou bien tout simplement faire le hold-up. Cela veut dire que pour la sélection togolaise, l'équation se complique davantage. Et pour pouvoir trouver les solutions à cette équation, il faut disposer de l'effectif susceptible de d'abord tenir tête aux Sud-Africains et ensuite de les prendre à défaut, de leur marquer beaucoup de buts. C'est aussi ça l'un des paramètres de cette équation, de ce match qui arrive. On joue à domicile pour l'aller, il faudra marquer suffisamment de buts avant d'arriver en Afrique du Sud. Il ne faudra pas compter sur le match de retour, même si c'est toujours le football. Donc, comment réussir à marquer beaucoup de buts, au moins 2 ici à Lomé? Avec quel effectif peut-on réussir à marquer 2 buts ici à Lomé, en sachant que pour cette victoire 2-0 sur la Mauritanie, Tom Adjakli, le terrain a été décisif, que derrière Dragoué a joué de toute son expérience, même si à côté Idrissou Hadji, Kataouri et les autres aussi y ont contribué. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette sélection, en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, les sélectionnés, ces joueurs ne doivent pas oublier que maintenant les Sud-Africains savent qu'il faut compter avec ce Togo, que c'est un adversaire sérieux. Donc ils vont venir dans cette disposition d'esprit qu'il y a match. Il y a un match et qu'il faudra faire excessivement attention avec ce Togo. Et je veux rappeler que, à la différence de l'équipe de Jonas Gomran, cette équipe de U23 n'a pas eu de chance. Presque pas de stage de préparation. C'est un handicap sérieux. Le sélectionneur Afizou ne voit ses joueurs. Le seul stage qu'on a réussi à faire, c'était donc en Thalia. C'est loin, en Thalia, loin. Et quand vous voyez le groupe, vous voyez le groupe. Il n'y avait même pas Afizou à l'époque. Non. Quand vous voyez. En Thalia, c'était Afizou n'y était pas. C'est Paulo Duarte. Parce qu'à l'époque, Paulo était sûr d'avoir la U23. Oui, la situation a changé après. On le lui a pris. On lui a arraché la sélection U23 après. Et on connaît la suite. Donc cette équipe a eu moins de chance que la sélection dirigée par M. Jonas Gomran. Aucun stage pour que le sélectionneur puisse mettre en place les dispositifs dont il a besoin. C'est seulement après le stage d'avant-match. Je crois que ce n'est pas bien pour cette sélection. Ce n'est pas bien. Il faut le dire. Il faut le dire parce que toutes les sélections avant ont eu au moins la chance de faire des regroupements pour faire la revue de troupes, pour voir à peu près avant les matchs décisifs ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller, quelles sont les combinaisons, quels sont les joueurs qu'il faut mettre ici, quels sont ceux qui ne peuvent pas faire l'affaire. Mais Afizou n'a pas eu cette chance, mais il doit jouer. Et maintenant qu'il doit jouer, c'est ici qu'il doit montrer
ce dont il est capable, c'est-à-dire son flair de technicien de foot qui doit coacher une sélection nationale sans avoir eu la chance de faire des stages avec ses joueurs, mais qui doit les coacher seulement en situation de match décisif. Ce n'est pas rien. C'est peut-être les grands sélectionneurs qui ont cette habitude, bien qui ont ce flair-là et ce tact-là pour s'en sortir. L'équation est devant lui. Je veux juste croire qu'il en est conscient et qu'il pourra combler les attentes de tous les Togolais. Dans tous les cas, on va écouter lui-même, Afizou, justement, par rapport à la liste qu'il a publiée ce matin. Quels sont ces joueurs, ceux qui comptent? On écoute Afizou Traoré, le coach des U23 des Éperviers. Aujourd'hui, on a publié la liste des 23 et on est vraiment très conscient qu'on n'aura pas ces 23-là, mais on se bat pour avoir le maximum. On est en pleine négociation avec les clubs des expatriés qui sont 6 sur la liste. Donc aujourd'hui, pour 3, c'est déjà confirmé et 3 autres, on est en pleine négociation. Mais ça fait beaucoup de nouveaux joueurs. On n'est pas inquiet parce qu'on a beaucoup de locaux qui sont là dans la liste d'attente pour remplacer les expatriés s'ils ne venaient pas. Mais avoir toujours dans la liste les expatriés mélanger aux locaux, ça fait bonne affaire pour la nation. Jouer seuls les locaux, c'est comme l'équipe locale. C'est l'image là qu'on ne veut pas présenter au public togolais. La FTF a mis un projet qu'il faut recenser tout Togolais où il est dans le monde pour pouvoir les faire venir. On en a besoin de tout Togolais qui est bon dans le football. Soit il est ici au Togo, on doit le chercher, soit il est à l'extérieur, on doit le chercher. Après, tous c'est des Togolais. Mais nous, on a un projet des étrangers pour pouvoir venir renforcer cette équipe nationale. Voilà, c'est Afizou Traoré, le sélectionneur des U23 du Togo, justement, pour cette explication très attendue, donc à partir de la semaine prochaine. Ouais. C'est bien ça. Alors, Franck, on l'a écouté lui-même, et vous l'avez dit, il paraît si confiant. Il ne peut pas montrer autre chose. Si le capitaine de la troupe n'y croit pas, qu'il ne peut pas aller à la guerre en s'avouant déjà vaincu, en montrant, on va dire, un visage désespéré. Donc, il tente de rassurer tout le monde par rapport à la liste, aux joueurs. Bon, écoutez, il n'y a que 6 expatriés prévus. Oui, sur les 6, 3 ont déjà... C'est sûr. Mais les 3 autres, pas encore. On continue de négocier. Qui sont ces 3-là? Le mot est bien choisi, en fait. Qui sont ces 3-là? On ne sait pas trop. C'est vrai qu'il va compter sur Karim Derman, qui fait, on peut le dire, quelque chose de bien avec les A. Voilà, et d'autres joueurs qu'ils espèrent avoir. De Sochaux également. Ou alors Drakpe Augustin de Sparta Rotterdam aux Pays-Bas. Donc je crois que c'est des éléments sûrs. C'est à ce niveau que ça coince un tout petit peu. Ou bien du côté de Boma, on ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, Boma était remplaçant à Lomé. Donc sur Lomé, par exemple, il y avait 9 joueurs qui évoluent ici. Oui. Sur le 11 entrant, ce qui veut dire que ceux qui viennent ou bien ceux qui sont venus n'ont pas, j'allais dire, un impact ou bien n'ont pas la confiance du sélectionneur. S'ils étaient bons, ils auraient pu jouer d'entrée. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y avait eu que 2 qui ont été titularisés. Maintenant, il parle par rapport à la politique de la Fédération togolaise de football. Pour recenser ou bien qui veut recenser tous les joueurs togolais partout où ils se trouvent sur la planète Terre. Mais il a bien ajouté qu'ils sont bons. C'est ça. Mais l'adjectif là est important. Mais depuis, lorsque vous prenez les exemples, ceux qui sont bons. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est autre chose. C'est ce que j'allais dire. Lorsqu'on prend par exemple les A, ceux qui viennent ne sont pas bons pour le moment. Ils ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici. Lorsqu'on jette un regard, on va dire tout simplement que sur ceux qui sont venus au stage à Antalya, il n'y a que Samuel Asamoah et puis Karim Derman qui semble montrer, on va dire, un visage assez intéressant. Les autres, on leur fait même pas confiance. Ils sont approximatifs. Donc, il va falloir revoir un peu cette politique-là. Si un joueur doit venir ici pour porter cette tunique jaune, c'est qu'il est au-dessus de ceux qui évoluent déjà avec les différentes sélections. Sinon, ce ne sera pas, on va dire, une bonne politique. Bien. En tout cas... Kodjo Avoulété, alors y a-t-il raison d'espérer quand même de bons résultats par rapport à cela?
Je ne peux pas répondre non. On risque de démobiliser les joueurs et de démobiliser ceux qui supportent cette sélection. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Oui, je crois qu'il y a des raisons d'espérer sur la base de ce qu'on a vu au cours du match retour contre la Mauritanie. C'est une équipe très volontariste. C'est une équipe très, très déterminée. C'est une équipe qui a le mérite de hausser le niveau du jeu quand il fallait pour pouvoir venir à bout de son adversaire. C'est une équipe du Togo également qui a été solide derrière, solide en milieu de terrain avec notamment le jeu que Tom Adjakli a montré. Oui. Donc quand on prend ensemble tous ces éléments d'appréciation, oui, on peut dire qu'il y a des raisons d'espérer que cette équipe-là puisse passer ce tour. Maintenant, à côté de ces éléments qui inclinent à l'optimisme, il ne faut pas oublier que c'est une étape qui est au-dessus de celle de la Mauritanie. L'Afrique du Sud va être un challenger plus rude et plus difficile à jouer que la Mauritanie. La Mauritanie, qu'on a vu. Donc cela veut dire que ces joueurs togolais qui ont réussi dans les conditions qu'on connaît à battre la Mauritanie à domicile, ils devront monter d'un cran pour pouvoir venir à bout de cette Afrique du Sud. La question que je pose alors, est-ce que dans ce contexte actuel, les joueurs togolais ont-ils le moyen de monter, de relever, de rehausser encore le niveau du jeu comparativement à ce qu'on a vu contre la Mauritanie? Et la question reste posée. Si la réponse à cette question peut être non, peut être oui, donc on peut dire totalement et pleinement qu'il y a des raisons d'espérer que cette équipe du Togo puisse passer ce tour-ci. Et pour passer ce tour, il n'y a rien à faire que de marquer au moins 2 buts à Lomé sans en prendre un seul. Oui, au moins. Au moins 2 sans en prendre un seul. Très bien, on espère. Franck, que faut-il faire justement pour passer les caps des Bafana qu'on nous présente? Pour c'est bien sûr un des ogres donc de ce continent. L'Afrique du Sud n'a pas disputé la première phase, ce qui veut dire que c'est une sélection qui est à un cran au-dessus. Ça ne va pas être la même chose que face à la Mauritanie la dernière fois. Donc, il va falloir être solide, il va falloir être discipliné, il va falloir un mental de guerrier, puisque le Togo va faire face à un football direct total, donc ce qui veut dire qu'il va falloir être physiquement présent face au Bafana Olympique. Maintenant, cette équipe n'a pas eu, on va dire, ce temps-là pour se préparer, pour s'aguerrir à tous les niveaux dont on vient de parler, niveau mental, psychologique, physique, pas beaucoup de travail derrière. Maintenant, on peut se dire que l'équipe va s'appuyer sur ce qu'elle a fait face à la Mauritanie et tenter d'améliorer. Si on voit le groupe convoqué, il y a des valeurs, il y a des joueurs intéressants qui peuvent faire l'affaire. Beaucoup disputent déjà le championnat national de première division, même si la compétition n'a pas encore commencé. Oui. Donc, cette équipe, si elle doit gagner, elle doit être disciplinée, elle doit être solide mentalement et physiquement pour faire le job et être efficace avec beaucoup de réalisme devant le but pour faire la différence avant de penser à ce qu'il va se passer là-bas à Johannesburg ou bien je ne sais pas trop. Donc c'est là où on doit mettre vraiment le turbo au niveau de l'efficacité, au niveau physique pour être présent sur le terrain et faire la différence. Oui, et c'est là où il y a donc des difficultés puisqu'on n'a jamais vu, comme vous avez eu à le dire, cette équipe, on n'a jamais vu donc s'entraîner, il n'y a pas eu de regroupement vraiment proprement parlé à part, disons, ces 2 matchs négociés donc à Antalya. Après tout, on disait que c'est finalement un tournoi. C'était un autre projet carrément. Oui, c'était un autre projet carrément auquel on a soumis donc le Togo sans que on ne soit pas au courant dès le départ. C'est à la fin qu'on se dit oui, mais finalement c'est un tournoi auquel on a participé. Une coupe justement, un tournoi de quelle coupe? Alors juste après ça, alors on a vu comment cette équipe était, disons, presque abandonnée. On n'a pas eu de regroupement, il n'y a pas eu de stage. On a tout misé sur les éperviers Fanion et je crois et la sélection locale. Qu'on ait misé sur les éperviers Fanion, c'est vrai que on leur a donné tous les moyens. Mais quand on revient spécifiquement au U23, je crois que ce qui s'est passé à ce niveau-là, c'est parce que le projet de départ, c'est comme ça que je le lis, le projet de départ, Paulo Duarte était peut-être sûr d'avoir la sélection U23. La sélection U23 également. Oui, non, c'était ce qui avait été... Donc, quand vous vous souvenez, à Antalya,
il y avait deux équipes. Sur la vingtaine de joueurs U23, il n'y avait que quelques-uns qui étaient partis du Togo. De Dolomieu, Vous voyez ça. Cela veut dire que le projet au départ, c'était axé sur les joueurs qui étaient à l'extérieur, avec l'objectif de voir dans quelle mesure ils pourront renforcer justement encore la sélection Fagnon. Cela veut dire on faisait une sélection U23 en réalité. Mais le challenge final, c'était de renforcer la sélection Fagnon. Donc, comme ce projet-là n'a pas marché... C'est l'antichambre de la sélection Fagnon. C'est vrai. Mais comme ce projet-là n'a pas marché, comme M. Douaté n'a pas eu la sélection U23, tout a décliné. Vous voyez ça, tout a décliné. De sorte qu'aujourd'hui, dans cette sélection U23 que M. Traoré dirige, il y a plus maintenant, il y a plus de locaux que d'internationaux. Où sont passés tout ce monde-là qu'on avait amené en Italie? Oui, mais écoutez, n'oubliez pas qu'il y avait eu Cligé Thibon, qui était donc le capitaine d'ailleurs de cette sélection U23. Et qui pouvait jouer la veille chez les Fagnon et le lendemain chez les U23. Chez les U23. Ce qui est incroyable. C'est incroyable, justement. Impensable. Oui, mais voilà. Non, je crois que c'est un peu de la cacophonie autour de cette... Parce qu'on avait posé même ce problème-là ici. Franck, vous vous rappelez, on s'est demandé, mais écoutez, quel est le projet derrière? Est-ce que les U23 étaient également... disons, confié à Paulo Duarte, donc c'était ce qu'on nous avait dit au départ. Mais je crois que la fédération a estimé qu'il fallait donc dissocier finalement les deux. Et on est allé chercher Afizou Traoré, un inconnu également de la chose. D'autres paramètres sont entrés en jeu. Et voilà, on a dû rapidement changer. Les couleurs ont décidé autrement du sort de M. Duarte par rapport à la sélection. Est-ce qu'il pouvait tenir les deux aussi? Bon, c'était aussi un autre problème. Claude Leroy l'a fait. Non. C'est pourquoi il a voulu le faire aussi. Claude Leroy, Absolument. Oui, mais vous vous rappelez, il y avait eu un stage en France. C'est vrai qu'Abalo dirigeait ça, mais c'était sous les genoux de Claude Leroy avec son adjoint. Alors, Abalo qui était adjoint. Afizou Traoré et son staff technique, j'allais dire, ont-ils des arguments à faire valoir dans cette double confrontation, Franck? Oui, on peut le dire. Il a à ses côtés quelqu'un comme Wadia Lantam qui connaît bien le championnat togolais, puisque lorsque nous considérons le choix qu'ils ont fait par rapport au premier match, il y a, comme on l'a dit, 9 joueurs titulaires qui évoluent ici dans le championnat togolais, D1, D2. D1, D2, oui. Qui veut dire sont allés jusqu'à D2, alors imaginez. Voilà, ce qui veut dire que Wadia Lantam et puis à côté Claude Yenke peuvent apporter leur expérience, peuvent apporter leur expertise. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de discussions entre les trois messieurs, parce que Wadia et Claude sont mieux aguerris par rapport à ces genres de situations que le patron Afizou. Donc, je pense qu'à partir de... Il faut rappeler que c'est un illustre inconnu. Qui est à la tête de cette sélection olympique. Ancien footballeur en Finlande, non? Bon. C'est pas un inconnu, alors. Illustre inconnu des Togolais. Oui. Bien il peut jouer dans un championnat exotique. Les Togolais ne peuvent ne pas le connaître. Donc, c'est aussi ça le problème. Sinon, je pense que s'il y a une bonne discussion, de très bons échanges entre les trois messieurs, ça peut permettre d'avoir un choix intéressant, un choix intelligent pour faire face à cette équipe d'Afrique du Sud. Sinon, Afizou, principalement, je suis sûr qu'il n'a pas les armes forcément par rapport à ce qui se fait autour de ces genres de matchs pour être seul à faire les choses. En tout cas, on sent, comme on l'avait dit, donc qu'il est confiant et qu'il s'exprime bien, en tout cas, par rapport à où il veut aller, comment il veut aller. Bon, maintenant, il sera jugé encore une fois sur le travail. Alors, sont-ils conscients, ces gens-là, des difficultés de ce match? Oui, je suppose que oui. Je suppose que oui. S'il ne l'était pas, cela ne vaudrait pas la peine de vouloir jouer ce match-là. Ils savent maintenant que ce n'est plus la Mauritanie qui est en face. Ils savent maintenant que le match de retour, ce sera à l'extérieur. Ce sera un autre challenge. Ils savent maintenant que pour ce qu'ils ont fait devant la Mauritanie, les Sud-Africains sont avertis et qu'ils vont mettre en place le dispositif pour les empêcher de rééditer ce qu'ils ont fait contre la Mauritanie. Quand vous mettez tous ces éléments ensemble, vous arrivez à la conclusion qu'un sélectionné dans un tel contexte sait que la tâche ne sera pas facile pour lui.
Il le sait. Je suppose qu'ils le savent. S'ils ne le savaient pas, c'est dans le cas contraire, on leur prendrait la sélection aussitôt. En même temps. Encore que quelqu'un là jusqu'à présent il n'a pas fait grand-chose, mais il demeure encore la tête de la sélection locale. Je ne parle de Jonas Kokou comme là. En tout cas, il est toujours là. On ne sait pas trop quelle décision. On s'installe dans la perspective, ça va aller. Oui, c'est ça, comme d'habitude. Alors, au regard de cette liste publiée, Franck, alors est-ce que vous pensez qu'il y a eu des oubliés? Et si oui, qui sont-ils et pourquoi ne figurent-ils pas sur cette liste? Des oubliés, je ne pense pas. Je pense qu'on a mis forcément tout ce qu'on pouvait appeler pour cette double confrontation contre l'Afrique du Sud. Et je prends le gardien Gbadegbe qui est là, qui joue au niveau de Tambo. En défense, je vois Boma, je vois Augustin Drakpe, je vois également Sama Alimou, le défenseur d'Asco de Kara. Il n'est plus parti finalement. Non, il est resté. Je vois également Dotier Mathieu, le joueur Adi Idrissou du Dynamique togolais. Ouro est tiré de la SCK. Tous les joueurs qu'on pensait être au niveau de cette sélection étaient quand même appelés. Martin Agbemefa, le virtuose du milieu de terrain, c'est un joueur de Sarah Football Club. On voit Thomas Diakli, est-ce qu'il va être présent? Pour le moment, on ne sait pas. Tchaki Moucheri, d'Asco de Kara. Donc, c'est des joueurs assez intéressants. Ceux qui ont été appelés peuvent tenir la route maintenant. Est-ce qu'ils ont eu ce temps nécessaire de jouer ensemble pour avoir cette cohésion nécessaire sur ces genres de matchs? C'est l'automatisme nécessaire sur ces genres de matchs. C'est là où se retrouve le point d'interrogation. Kokodjo, vous avez pensé qu'il y a eu des oubliés sur cette liste? Non, pas du tout. Pas des oubliés, non. Il y aurait des Donc oubliés. le staff technique a fait un bon travail au moins. Un bon sur travail, le papier. c'est ce dont ils disposent. Ils font avec ce dont ils disposent. Et peut-être. C'est le meilleur du moment. C'est ça une équipe nationale en fait. Avec Lydia, ça n'a Mais vous pas avez fonctionné. une autre. Ouais. Non, pas du tout. Sûrement qu'avec Lydia, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est gardé de le mettre sur la liste tout simplement. Non, mais il ne faut pas oublier non plus que Lydia Thibault vient de reprendre. Est-ce que ce n'est pas trop limité? Donc, trop limite de le faire revenir. Donc, en dehors de ça, je crois que c'est une sélection qu'on est en train de construire même. C'est une sélection U23 qui n'est pas permanente comme la sélection face à Fagnon. Ici, au niveau de Fagnon, on recommence à tous les matchs. Ce n'est pas au niveau de U23 qu'on va avoir des certitudes. Donc, faute de certitude, le staff fait avec ceux qui sont là. Contre la Mauritanie, ça a marché. On croise les doigts que ce soit encore le cas contre l'Afrique du Sud. Ce sera le 23 prochain à Lomé pour ce match aller. Et là, on continue donc de croiser les doigts, c'est ça? Oui, il reste moins de 10 jours pour aller vers ce match. On doit être concentré surtout au niveau du staff technique. Ceux qui sont ici, la plupart d'ailleurs, sont ici. Je parle des joueurs. On doit commencer par travailler avec ceux qui évoluent ici. Il y a aussi les clubs de première division, deuxième division qui ont déjà repris leur séance d'entraînement timidement. Pour reprendre le championnat. Puisque c'est à partir du 6 novembre prochain. Du 6 novembre, il fallait avoir un programme assez intéressant pour récupérer rapidement les joueurs convoqués, commencer le travail en attendant l'arrivée de ceux qui doivent venir de l'extérieur. Donc, encore qu'ils ne seront pas nombreux à venir de l'extérieur. Voilà, donc je pense le gros du travail peut commencer maintenant. Ils peuvent commencer par travailler et préparer l'équipe pour faire face au Bafana Olympique. L'espoir est permis pour le moment. Oui, il faut y croire. Il faut y croire. Absolument. Oui, un bon Togolais. On va continuer à croire. Voilà donc ce qu'il faudra dire. On reviendra. On est encore, disons, jusqu'à la semaine prochaine, on en parlera justement. Donc, on espère que jusque-là, on aura plus de précisions sur les joueurs qui seront présents pour ce match. Deuxième sujet, préparatif Cannes 2023, qui est, comment on a qui toujours glissé dit, en 2024. Glissé donc en 2024. Oui. Plus juin 2023, mais c'est janvier-février 2024. Oui, depuis quelque temps, donc cette expression de glissement des dates créée de toutes pièces en Afrique. La CAF de Motsepe est devenue spécialiste des glissements de dates. Oui, elle change les dates tout le temps. Pour toutes les compétitions, elle change les dates. depuis le malgache.
Oui, mais avec Ahmad. avec Motsepe, c'est pas seulement avec Motsepe, c'est pas seulement les dates des CAN qui glissent. Toutes les compétitions changent de date. Et il arrive des moments où on joue plusieurs compétitions au même moment, sur le même continent. Je dis que c'est en Afrique qu'on a découvert ce mot brutalement avec Ahmad à l'époque, pour amadouer un peu les choses, voilà, avec pour la cacophonie de Cameroun embellir 2019, un peu la situation. On parle de glissement alors que c'est une mauvaise organisation. Non, alors, pour la CAF de Motsepe, ça devient vraiment inquiétant. Aucune date n'est fixe, hein. Tout peut changer à tout moment. Tout. Les compétitions des clubs, les compétitions des sélections de catégorie, les compétitions de sélection Fagnon, on change les dates tout le temps, c'est pas bien. En tout cas, sachez que l'Afrique du Sud, c'est bien sûr le pays de Motsepe et que c'est avec ce pays que nous allons jouer et tenter de nous qualifier pour la suite. Ça reste le football. Hein. Oui. Alors, revenons donc à ces préparatifs pour la CAN 2023, glissé donc à 2024 en Côte d'Ivoire et la situation des éperviers qui continue d'alimenter les débats. L'inquiétude est de plus en plus perceptible chez les Togolais au fil des jours, Franck, après les 2 matchs amicaux disputés en septembre dernier. Alors, que se passe-t-il au sein du nid des éperviers? C'est la question qu'on continue de se poser en fait. Difficile de situer les gens parce que cette équipe avait montré, on va dire, une certaine confiance avant d'attaquer les éliminatoires de la CAN 2023. Il y avait des joueurs qui se retrouvent depuis la venue de Paulo Duarte sur des mois, sur 4 matchs. On a vu que l'équipe avait commencé par grandir, par devenir performante, mais patatras, sur les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN, on a noté une certaine régression. Au point où l'entraîneur même se perd en disant qu'il ne reconnaît plus ses joueurs. C'est un peu dommage. C'est difficile. Lorsqu'on fait les comptes, 1 point sur 2 matchs, 1 point sur 6 possible, alors que le prochain adversaire se nomme le Burkina, avec des joueurs intéressants qui évoluent un peu partout désormais en Europe. Et ça promet vraiment une difficulté parce que le Burkina va vouloir assurer sa qualification dès les 2 prochaines journées. Le Togo a du mal à se retrouver. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on a chamboulé les choses avec cette histoire de stage à Antalya. On a fait venir des joueurs qui n'étaient pas prêts pour disputer des matchs de haut niveau en sélection nationale. On a changé la dynamique sur laquelle on était avec cette reconstruction qui prenait forme. Oui. Voilà, donc c'est très compliqué de pouvoir donner, on va dire, se projeter sur une quelconque performance de la sélection parce que ça ne prend pas. Lorsqu'on regarde un peu les 2 derniers matchs amicaux, c'est vrai, c'est avec des sparring partners assez intéressants. La Côte d'Ivoire est bien au-dessus du Togo. La Guinée équatoriale est bien au-dessus du Togo actuellement. Donc, c'était des essais intéressants. Maintenant, est-ce que ce stage a été bien géré? Il y a eu des cadres qui n'ont pas réussi à arriver parce que pour des raisons de blessures, il y a des joueurs qui ont été appelés qui n'ont pas été essayés. Alors que pour les journées FIFA, c'est comme ça qu'il faut planifier les choses, donner plus de chance à des joueurs qui viennent nouvellement intégrer l'effectif des éperviers. Des joueurs comme Yere Justin n'ont pas joué. C'est sûr qu'on cherchait autre chose que on cherchait des résultats. Des résultats qu'autre chose. Mais sur ces genres de matchs ou bien de journées FIFA, ce n'est pas les résultats qui comptent. Donc, à quelle occasion on va donner encore la chance à ces joueurs puisqu'il n'y a plus de fenêtre FIFA avant le match contre le Burkina. En tout cas, le Togo va se trouver une porte plutôt qu'une fenêtre. Oui. Il faut peut-être jouer pendant la Coupe du Monde. Oui, si on a les moyens, il faut éviter. Oui, comment va-t-on s'organiser pour ça? Oui, mais on va jouer contre qui? Les équipes africaines sont là, non? Qui ne sont pas à la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Bon. C'est une question d'organisation, mais c'est une question de moyens également. Je crois que la fédération et l'État ont harmonisé donc leur point de vue. On a quand même, il faut reconnaître, ces dernières années, on a suffisamment investi donc dans beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent qui sont injectés dans ce football. Et les résultats sont ce qu'ils sont. Kodjo, avec, disons, le Togo qui navigue à vue, on va le dire.
n'ayons pas peur des mots, en fait. Franck l'a dit tout à l'heure, sur 6 points possibles, on n'en a pris qu'un seul. Et cela témoigne de la difficulté dans laquelle se trouve le Togo, où se trouvent les épervières actuellement. Alors, est-ce que vous avez, vous, une explication particulière par rapport à ça, Kodjo, à vous l'été? Moi, je me console. Vous avez trouvé un point de consolation? Oui. Oui, alors, je me partagez ça avec nous. En me disant qu'on doit se faire violence pour accepter que notre équipe nationale est dans une mauvaise passe, tout simplement, et que ça va passer. Et je me console en supposant que les moments qu'on connaît depuis quelques années sont les moments difficiles qui arrivent à tous les clubs, à toutes les équipes du monde. Ça marche quelques années et derrière, ça devient difficile, on remonte après. Donc je me console en disant que nous sommes dans la période où nous devons préparer la remontée. Vous voyez ça. Donc quand je considère la situation comme ça, je ne me mets plus de pression. Et je voudrais que tous les Togolais sachent qu'aujourd'hui, peut-être, on ne doit plus attendre aussitôt des résultats de nos sélections, mais de considérer que la sélection est une phase de préparation, absolument, est dans une période difficile et que c'est petit à petit qu'on va remonter. Et que cette remontée-là peut ne pas être 2024, peut ne pas être 2025, peut ne pas être 2027. Il faut avoir le courage d'attendre. Donc d'attendre 2050. S'il le faut. C'est pourquoi je me dis, je me console. Je me console en disant, peut-être que notre sélection est dans une situation comme celle-là. Oui, on sait que les illusions sont souvent consolatrices. Ceci dit, quand je laisse de côté cette considération-là, je constate que la situation actuelle est la faute du sélectionneur Douaté. Vous avez trouvé un bouc émissaire? Non, ce n'est pas un bouc émissaire. Ce n'est pas un bouc émissaire. C'est juste le résultat des analyses que je fais. Quand il est arrivé, il a terminé le premier tour de la Coupe du Monde. Oui. Et à la fin de ces 4 matchs... Tout le monde a applaudi. Vous vous souvenez de son discours? Vous vous souvenez de son discours? Oui, rappelez-nous toujours. Son discours était... Que tout est déjà résolu. Autosatisfait incroyable. Autosatisfait incroyable. Je me souviens encore, j'ai encore en mémoire ces déclarations. Depuis une dizaine d'années, le Togo n'a plus fait 4 matchs sans défaite. Il l'a fait. Il n'avait pas raison, il a raison. Il a raison. Oui, mais il l'a fait. Derrière, moi je crois que le problème est né de cette autosatisfaction. C'était pas ça l'essentiel, justement. Et à ce moment-là... Donc il aurait dû ne pas rappeler ça. Il aurait dû ne pas montrer autant d'enthousiasme, autant de... C'est comme si l'objectif est déjà atteint. Alors que c'est son comment on appelle ça? Il avait déjà refusé dans son contrat qu'on lui demande de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, oui. Donc ça c'est clair. Oui. Ça veut dire que les matchs de la Coupe du Monde, là, c'est vrai que les résultats, là, il faut en parler. Mais ça servait plutôt à se préparer. Et il fallait se concentrer sur l'essentiel. Et moi, je dis que cette autosatisfaction l'a desservi. Mais il a beaucoup d'expérience. Derrière, il s'est embrouillé. Il s'est embrouillé. Il peut se satisfaire, mais bien faire le travail après. Justement, après qu'il s'est passé, il s'est embrouillé. Il ne sait plus ce qui se passe. Quand un sélectionneur dit qu'il ne comprend plus rien, mais on doit le renvoyer en même temps. Qu'il ne reconnaît plus ses joueurs. Si un sélectionneur dit ça, on doit le renvoyer en même temps. Non, mais sur un match, il peut se dire qu'il ne reconnaît pas ses joueurs. Parce que les joueurs ne se sont pas bien donnés. Mais c'est depuis après les 4 matchs. Il dit simplement qu'il ne reconnaît pas les joueurs que lui-même il a convoqués. Oui, non, supposons que c'est au second degré. C'est au second degré et que c'est qu'il ne comprend plus rien. Oui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais si derrière, là où on l'attendait même, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Au point de dire qu'il ne sait plus ce qui se passe. Mais le capitaine qui est embrouillé, vous voulez que l'armée gagne le combat? L'armée ne peut pas gagner le combat quand le capitaine est embrouillé. Quand le capitaine dit qu'il ne reconnaît plus ses soldats. Mais arrêtons la guerre, allons faire autre chose. Oui, comme quoi?
Donc le Togo doit démissionner, c'est ça? Il doit se rappeler démissionner? qu'à un moment donné du parcours, il a fait croire à ses joueurs que tout est bon. Oui, qui sont déjà très bons. Qui sont déjà très bons et qu'ils ont déjà atteint l'objectif. Ce qui était très faux. Oui, je me souviens d'une de ses phrases. Il était assis là et il dit mais maintenant j'ai une super équipe, absolument, super joueur. La super équipe, voilà qu'il ne la reconnaît plus. Non, mais voilà qu'il ne la reconnaît plus. C'est juste il après a dit tout ça après le stage d'Antalya. Oui, mais Franck, c'est juste après ça qu'il a chamboulé lui-même l'équipe. Ouais. Voilà. Et ce que j'allais ajouter, c'est que derrière, le sélectionneur a comment on appelle ça, a rompu avec le sérieux qu'il faut pour gérer une équipe nationale. Derrière les 4 matchs de la Coupe du Monde, il a rompu avec le sérieux qu'il faut pour gérer une équipe nationale. Donc, la sélection est devenue un fourre-tout, un foutoir. On m'excuse le mot. Où on amène tout le monde. On amène tout le monde. À la fin, on ne savait plus ce qu'il voulait faire. Donc, il lui faut revenir sur ses pas. Et c'est au moment où il devait être le plus sérieux, le plus pertinent, il a manqué de l'être. Les résultats sont ce qu'ils sont. On ne peut pas espérer autrement. C'est vrai qu'on n'a pas les meilleurs joueurs du monde. Mais les joueurs avec lesquels il a joué les 4 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, pour en tirer le tout satisfait que tout le monde a vu. Mais c'est les mêmes joueurs derrière. Mais qu'est-ce qu'il en a fait lui-même derrière? Donc la responsabilité lui revient. Elle lui revient. Même si on n'a pas les meilleurs joueurs du monde. Finalement, Kodjo, quelle solution pour permettre aux éperviers de changer cette mauvaise passe? Il faut que le sélectionneur revienne sur terre. Ah, il était dans les airs? Pour moi, après les 4 matchs de la Coupe du Monde, il est resté dans les nuages. Ah, nuages même? Duarte n'est plus revenu sur terre depuis les 4 matchs de la Coupe du Monde. Il est resté dans les nuages. Il a cru que c'était bon. On va le chercher. Il a cru qu'il a gagné la confiance des Togolais. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Bien, et après la Coupe du Monde, après les 4 matchs de la Coupe du Monde là, comment on appelle ça, il s'est moqué de nous, il s'est moqué de nos têtes. Il a commencé à faire ce qu'il veut. Kodjo, il faut qu'il revienne sur terre. Alors donc, enlevons-les, ou plutôt ramenons-les des nuages. Comment? Il faut qu'il revienne pour regarder la réalité en face. Pour reprendre le travail avec le sérieux avec lequel il a démarré pour les 4 matchs avec la Coupe du Monde. Là. Il faut qu'il revienne dans la convocation des joueurs, dans la gestion de l'équipe de la sélection. Il faut qu'il revienne aux fondamentaux qui lui ont permis d'avoir les résultats là. Première chose importante. Première condition, sine qua non, à mon sens. C'est ça. Ouais. Franck? Oui, il faut qu'il se retrouve parce qu'il est un peu perdu. Ah, il est perdu? Oui. Il faut qu'il se retrouve. Il faut qu'il se retrouve. S'il n'est pas dans les nuages, il est perdu. Bon, d'accord. Voilà. Ce qu'il avait fait pour avoir les 8 points sur les 12 possibles, sur les 4 derniers matchs des éliminatoires du Qatar 2022, le Togo ne gagnait plus. C'est vrai quand il est venu. Mais le Togo a aligné 2 victoires, qui plus est à l'extérieur. Ça veut dire que c'est une équipe qui a commencé par se retrouver. On a noté une certaine naissance de cohésion au sein de l'effectif que lui-même a chamboulé. En quelques semaines, j'ai envie de dire, il faut qu'il retrouve cet aspect de la chose, cette rigueur qui lui a permis de travailler et de mettre aussi les joueurs en confiance et de leur donner une certaine discipline. Il faut qu'il retrouve tout ça, qu'il oublie peut-être que oui, il y a eu des joueurs qui ont été découverts lors du stage d'Antalya parce qu'il s'est trop accroché à ce stage-là qui aujourd'hui lui pose problème. Ça nous a coûté plus de 500 millions de francs CFA. Voilà, il faut toujours rappeler ça. Quand je vois par exemple aujourd'hui Paulo Duarte qui ne fait plus confiance à un joueur comme Kevin Denke qui joue bien, qui lui a apporté beaucoup de choses. Lorsque vous regardez sur les 2 matchs contre le Congo-Brazza, ce joueur a été très intéressant, un joueur étincelant, oui. Mais depuis quelques matchs, ce n'est plus le cas. Il fait plus confiance aux joueurs comme Ouro Agoro, même Tchaki Marouf, ce n'est plus ça, les Nan Richard, qui lui ont apporté plein de choses. Il a fermé un tout petit peu les yeux sur ces joueurs-là, pensant que ceux qui sont venus nouvellement peuvent faire l'affaire. Donc, il s'est perdu. C'est à lui de se retrouver, de reprendre ce qu'il faisait. Donc, on va le retrouver. On doit le retrouver. On doit le retrouver. On sait où il se trouve quand même. On sait où il se trouve. Ah, on sait où il se trouve. Alors, y a-t-il espoir pour le Togo dans cette compétition la question est grande. Hein. J'ai peur de dire que ça me dépasse, une question comme celle-là. Ah. Le Togolais dit oui sans hésiter, mais le journalisme est sceptique, sans être pessimiste.
Franck? Oui, mathématiquement, c'est encore possible. Maintenant, quand on prend la situation, quand on prend ce qui vient en face... On s'est déjà fourré dans des calculs apothicaires. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on prend les mathématiques, on peut se dire que c'est encore possible. Maintenant, lorsqu'on prend ce que produit la sélection, ce n'est pas rassurant et je ne peux pas me permettre de dire oui aujourd'hui qu'il y a espoir. Alors, que doit-on faire pour tenter de garantir les chances de qualification pour la prochaine CAN? Oui, il faut changer les choses. Les joueurs, comme là-bas, l'ont dit que oui, il faut rentrer en club, travailler dur et espérer parce que ce n'est pas encore fini. Je tente de le croire parce que là, ça pourrait changer. Il dit qu'ils vont se parler entre eux parce que n'importe comment, c'est eux qui peuvent faire le boulot. On va l'écouter justement. On va l'écouter. Fofodo là-bas, par rapport justement à la sélection après le match, ce match amical contre la Guinée équatoriale. 2-0 à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on ne s'est pas retrouvé. Avec le changement de système, je pense que ça aussi, les jeunes, ils n'ont pas su vite rentrer dans le système. Ce qui a fait que la deuxième partie, on était quasiment out. On a laissé l'adversaire jouer et ils ont pris la confiance et on a encore encaissé 2 buts. Ça se répète, on doit grandir, essayer de corriger nos lacunes. Les 2 matchs sont finis. À nous de rentrer dans nos clubs, travailler dur, même si on n'a pas assez de temps de jeu. Quand la chance leur sourit, de la saisir et de revenir plus fort en masse pour continuer encore. Rien n'est perdu. En masse, je pense que si on revient encore plus fort, on peut faire quelque chose. C'est difficile à digérer, mais on n'a pas le choix. Ça va aller, Inch'Allah. Je pense que le coach aussi a ses responsabilités à prendre. Et il y a au moins 5 joueurs qui sont blessés. J'espère qu'ils vont vite se rétablir. Et le capitaine aussi, pour apporter aussi leur expérience à l'équipe. Le coach doit faire son choix. Et si il appelle les 23, il faut qu'on se donne à fond. Et on est dos au mur. On doit jouer notre carte et voilà. On doit être réaliste. En ce moment, l'équipe n'est pas au top niveau. Le public doit toujours croire en nous. C'est le Togo. Si on perd ensemble. Et si on gagne ensemble. En tout cas, c'est ce que nous dit donc Fodo là-bas. Plutôt réaliste, si on perd ensemble, et si on gagne ensemble. Mais il y a tellement de si, et c'est là où commencent les calculs d'apothicaire. Pour conclure cette phase, qu'est-ce que vous diriez, vous tenter de garantir quelque chose? On croise les doigts encore, une fois. La sélection finalement, Koyo ne sait que croiser les doigts. Puisque si on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que s'en remettre à la providence. N'est-ce pas? Absolument. Donc, qu'elle veille sur nous tous. Ok, les Togolais aiment beaucoup justement cette situation. Donc, on va continuer donc à attendre que Dieu fasse le reste pour nous. Mais sachez qu'en mars prochain, le Togo va rencontrer en double confrontation les étalons du Burkina Faso. La question serait peut-être même de savoir qui pour sauver le Togo, mais bon. Alors, Togolais en club, le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés, c'est avec vous, Franck Nounyama, parce que justement, Angelo Folikwe jouit justement de quelques semaines de congé. Naturellement. Voilà, il va revenir bientôt, Angelo Folikwe. Et nous allons commencer par Ismaël Uro-Agoro, qui joue au Bet King League, première division éthiopienne. L'international togolais a réussi un triplé pour la victoire de 5-1 de son club Saint-Georges sur Sadama Kofi. Donc Uro-Agoro Ismaël a été même désigné joueur du mois et le Togolais est à 6 buts après 3 journées de compétition. On n'aligne plus en sélection depuis. Voilà, nous regardons du côté de Floyd Haïté qui a repris du service et l'international togolais a disputé 12 minutes seulement du match entre Valenciennes et Paris FC, gagné par Valenciennes justement 1-0 lors de la 11e journée de la Ligue 2 en France. Gilles Sounou n'a pas joué avec son club Châteauroux complètement perdu. Il est perdu, match que le club Castelroussin a perdu d'ailleurs 2-0. C'est un match de National 1. Le club a perdu comme le joueur. Voilà, National 1, la 8e journée. En Jupiler Pro League, 11e journée, David Enen et son club Courtrai ont perdu face à Genk
Genk 2-1. L'international togolais a été remplacé à la 74e minute et le cercle Bruges de Kevin Denke, à ne pas confondre avec FC Bruges. Oui. Le cercle Bruges, disais-je, a été battu par l'Union Saint-Gilloise 2-1 et le Togolais a disputé toute la rencontre. Loïc Bessilé et Charles Leroy se sont inclinés devant Standard de Liège. Loïc Bessilé n'a disputé que 10 minutes dans ce match. Et en Allemagne, on va d'abord donner des nouvelles de Ilas Bebou, blessé depuis plusieurs mois. Et l'international togolais de Hoffenheim dit ne pas pouvoir rejouer avant 2023, mais rassure quand même ses fans. Qu'il est en train de travailler dur. Voilà, que la blessure évolue très bien et qu'il est en train même de travailler, qu'il peut faire quelques exercices sur la pelouse. Voilà, donc il a fait cette déclaration en marge de la 9e journée de la Bundesliga, le match entre Hoffenheim et puis Werder. Frédéric Ananou, lui, a perdu avec son club Hansa Rostock en Bundesliga 2, la deuxième division face à Paderborn 0-3. Lors de la 11e journée, Frédéric Ananou a joué tout le match, toujours en Bundesliga 2. Etienne Amenido est en activité, l'international togolais titulaire avec San Paoli contre l'Eintracht Braunschweig a été défait 1-2. Et allons voir les nouvelles de Dieng Dakonam en Liga espagnole, de retour de blessure. Oui. Le capitaine des éperviers lors de la 8e journée disputée entre Getafe et contre le Real Madrid, ils ont perdu 1-0. Et voilà, il a disputé comme toujours l'intégralité de la rencontre. Dans la Liga Chagres. Nous sommes au Portugal, en première division. Gilles Vicente a perdu, c'est le club à Emmanuel Ackman. Et voilà, ils ont perdu face à Estoril. 1-0. Et puis Kennedy Boateng a été exclu lors du match de Santa Clara contre Sporting. Match perdu justement par Santa Clara, 1-2. Fodolaba, lui, il a marqué son 7e but de la saison. Il est dans le match face à Al Fujairah. Voilà, un 7e but pour la saison. Et Plaka également a permis à son club d'arracher le nul là-bas à Shakhtar en première ligue biélorusse. Et puis Alexis Romao qui également a joué. Iniokos et Lama ont fait jeu égal. Partout. Merci Franck pour toutes ces informations sur l'actualité des éperviers, enfin, j'allais dire des joueurs togolais expatriés. Ça nous permet donc d'attaquer donc la dernière partie. Et c'est bien sûr la tranche des auditeurs à vous, l'antenne, le 92 03 60 31, le 97 24 26 sont donc à votre disposition. Donc pour quelques minutes, c'est votre moment qui est arrivé maintenant pour nous dire votre avis et votre perception sur les sélections nationales. Le premier, non, le premier, il est reparti. Je rappelle rapidement le 92 03 60 31 ou bien le 97 24 26 26 auditeurs. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, mais vous êtes dans un hall, on dirait. Oui, allô? Oui, allô? Moi, je vous écoute, hein. Je risque de me noyer, là. Oui, allô? Allô? Écoutez, à force de crier allô, on risque de se noyer, hein. Bon, alors, on va le récupérer, peut-être. C'est bon? 92 03 60 31 ou le 96 24 26 26. Nouvelle tentative, bonjour. Vous allez vous éloigner du poste récepteur, d'accord? Oui, essayez. On vous appelle? On vous appelle Zourkanine. On vous appelle Zourkanine. Oui. Et nous, on vous écoute maintenant. Moi, c'est pour Paulo Duarte. Paulo Duarte a fait quoi? Il veut gâter l'équipe nationale du Togo. Avec un nouveau joueur, là, on n'a qu'à changer. Sinon, nous, ça nous fait honte. C'est ça. On parle mal de nous, partout, c'est pas bon. On a pitié de notre pays. On n'a qu'à changer les joueurs. Ok. On veut les anciens joueurs. D'accord. On les rappeler. Comme qui? Comme nos
nous, on a fait jouer quoi. Oui, Bon, mais je ne suis pas chose, je n'ai pas du tout. Ah, d'accord, ok. Bon, ancien joueur, on risque d'aller chercher à Mouzou Tete. Ok, merci beaucoup, Zourkadine. Un autre en ligne qui réagit. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous appelle? Décidément, lui, il a des problèmes, on dirait. Hein? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, on vous appelle? Rachid. Rachid, non? Oui. Je salue tout le plateau. Oui, bonjour, alors, on moi, écoute. ce que je veux dire... Oui, allô? Oui, allez-y maintenant. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que Paulo est daté, c'est mis une balle dans la tête parce que il sait que il n'a pas cette binationale-là, il peut venir faire l'affaire, il s'est précipitamment courir et casser le noyau qu'il avait mis en place, qui pouvait faire l'affaire, et petit à petit injecter des nouveaux joueurs. Il s'est dit non, que comme ce que le Mil a fait, à quoi ça sert bon que ce noyau-là n'est pas bon pour lui, il a tout cassé et refait notre noyau. C'est ce qui est en train de l'arriver aujourd'hui. Qu'il lui-même il a sommet, c'est ce qu'il est en train de reporter. Comme il sait que ça ne va pas là, il ne reconnaît plus ses joueurs, il n'a qu'à laisser la société. Bonne émission. Merci beaucoup, en tout cas, comme quoi il faut revenir. Merci encore une fois, Rachid. Peut-être le dernier, si c'est possible, 92. C'est bon? Ah, ok, on ne peut plus l'avoir. Franck Mouniama, c'est Philippe. Oui. On va dire encore une fois joyeux anniversaire à Kodjo. Monsieur Kodjo, à vous l'été. Merci à tous. Docteur Kodjo, à vous l'été. On nous promet qu'il y aura donc un après-émission. On va voir. Et l'homme à devant également. Merci. Lui, il a commencé depuis hier. La suite, c'est aujourd'hui. De l'autre côté de la baie vitrée, c'est bien sûr Théo Ajab, le longénique de la maison. Et devant le mic, vous m'appelez Aimé Ekpe. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.